Très bien, très bien. Merci. Alors, donc voilà. Donc, alors aujourd'hui, on va, euh, alors aujourd'hui, on va continuer sur nos cours consacrés aux normes comptables internationales IAS, IFRS. Et donc, la séance d'aujourd'hui portera sur l'IAS 36, les dépréciations d'actifs, ce qu'on appelle aussi, ce qu'on a l'habitude d'appeler donc les impairment tests. Alors, cette norme, on l'a abordée la dernière fois dans le cadre de l'IAS 38, des immobilisations incorporelles, mais donc là, on va la traiter en détail aujourd'hui. Bien, alors, quel est en fait, pourquoi cette norme donc existe donc en norme IAS-IFRS? Donc, l'objectif de cette norme, c'est déjà cette norme, elle concerne les actifs donc non courants, donc à savoir les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles et aussi le goodwill. Donc cette norme, donc elle traite cette catégorie d'immobilisation. Et l'objectif de cette norme, c'est toujours l'objectif des normes IFRS, c'est de rapprocher la valeur de ces actifs à leur valeur économique. Donc toujours de refléter une réalité économique. Et donc le principal objectif donc de cette norme, c'est de remettre la valeur comptable d'un actif à sa valeur économique, parce qu'il se peut donc qu'un actif soit inscrit donc à son entrée, donc à sa valeur comptable, et que donc avec le temps, cette valeur, en fait, l'actif ne vaut plus cette valeur comptable à laquelle il est inscrit. Et donc, si on revalorise cet actif, on va trouver que sa valeur économique a baissé, elle est inférieure à sa valeur comptable. Et donc, dans ce cas-là, il faudra remettre cette valeur comptable à la valeur économique. Et cette valeur économique, c'est ce qui est donc appelé dans cette norme-là la valeur recouvrable. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que la valeur recouvrable. Donc, après, on va voir ça sera soit une valeur d'utilité ou une valeur de marché. Donc là, on va voir ces notions-là. Ensuite, donc l'objectif aussi de cette norme, c'est de savoir dérouler des tests de dépréciation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire valoriser justement l'actif et voir si cet actif perd de la valeur ou pas, et donc s'il faut le déprécier ou pas. S'il faudra donc baisser la valeur comptable et l'annihiler à la valeur recouvrable. Et ensuite, donc, il faudra après savoir donc si effectivement donc il y a une perte de valeur, comment on va imputer cette perte de valeur sur les actifs. Et aussi, s'il y a une reprise, ça veut dire qu'on passe donc une dépréciation cette année et puis on refait le test de valeur l'année d'après et on constate qu'il y a eu une amélioration et donc on peut effectuer une reprise. Donc, dans quelles conditions il faudra donc passer ces reprises et comment donc aussi les imputer. Très bien, donc ça va être en gros les principaux volets qu'on va traiter dans cette norme. Donc là, je vais un petit peu dérouler ce cours en mode questions-réponses. Et donc, on va poser plus des questions auxquelles on va répondre et que ça va donc suivre un certain enchaînement, une certaine logique pour mieux assimiler le contenu de ce cours. Bien. Alors, première question. Donc, à quel moment un actif doit être déprécié? Quand est-ce qu'on doit déprécier un actif? Bon, c'est ce qu'on a dit. Donc, l'actif doit être déprécié quand sa valeur recouvrable est inférieure à sa valeur comptable. Quand on voit que ça y est, donc si on va voir donc économiquement que vaut l'actif, on va retrouver que cette valeur recouvrable est inférieure à sa valeur comptable à laquelle il est inscrit dans les comptes. Et donc, il faudra baisser et diminuer cette valeur comptable de sorte à s'aligner avec la valeur recouvrable. Donc, c'est à ce moment-là, oui, où on doit passer une dépréciation sur cet actif. Donc, voilà. Donc, maintenant, la question, vous allez me dire, alors, à quoi correspond cette valeur recouvrable? Qu'est-ce qu'on veut dire par valeur recouvrable? Donc, la valeur recouvrable, c'est la valeur
la plus élevée entre le prix de vente net d'un actif, donc le prix qu'il vaut si on veut le vendre, et sa valeur d'utilité. Si on continue de l'utiliser, donc quelle serait sa valeur d'utilité? Ou si on compte le vendre, donc quel serait son prix de vente? Et donc, la valeur recouvrable, c'est la valeur supérieure, la plus élevée entre ces deux valeurs. Voilà. Alors, bien sûr, donc après, qu'est-ce qu'on veut dire par prix de vente net? Toujours dans le cadre de la norme, on est en train de citer des définitions propres à la norme. Alors, le prix de vente net, c'est le montant qui est obtenu lors d'une vente d'un actif et donc c'est quand donc c'est relatif donc à la transaction qui se déroule dans des conditions de concurrence normales et entre des parties bien informées et consentantes. Ce prix de vente va être aussi diminué des coûts de sortie. Donc ça c'est la définition qui est retenue par la norme concernant donc le prix de vente net. Ce qu'on appelle aussi, on va trouver donc en fait le prix de vente net ou la juste valeur aussi. Donc ça c'est la première valeur donc à définir. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut dire par valeur d'utilité? Bien, alors la valeur d'utilité c'est la valeur actualisée des cash flows. Donc c'est l'actualisation des cash flows d'un actif, qui sont donc c'est les cash flows qui sont estimés ou attendus suite à son utilisation et aussi à la fin de la durée de son utilisation suite à sa sortie. Donc, l'actualisation des cash flows, en fait, la valorisation d'un actif selon cette méthode d'actualisation des cash flows, c'est une des méthodes de valorisation d'actifs. Je pense que si vous voulez vraiment donc avoir plus de détails, vous pouvez revenir donc au cours de nos amis qui ont donc présenté les cours d'évaluation d'entreprise sur la page et vous allez trouver vraiment en détail comment on pourra donc modéliser donc des projections de cash flow d'un actif. Très bien. Alors, on va citer un exemple juste pour voir comment on compare donc ces différentes valeurs, donc à savoir la valeur d'utilité, la juste valeur et donc comment on peut sortir une valeur recouvrable. Donc on va alors donc là l'exemple on aura un exemple de trois actifs. Donc le premier le premier actif a une valeur d'utilité de 500 et un prix de vente net de 600. Donc, on a dit que la valeur recouvrable, c'est la valeur la plus élevée entre la valeur d'utilité et le prix de vente net. Dans ce cas-là, la valeur recouvrable est de 600. Et donc, cette valeur recouvrable, on va la comparer à la valeur comptable, qui est de 500. Donc qu'est-ce qu'on constate? Que la valeur recouvrable de l'actif du premier actif qui est de 600 est supérieure à sa valeur comptable. Donc finalement, l'actif n'a pas perdu de valeur. Donc et donc dans ce cas-là, on ne va pas baisser la valeur comptable. Et donc il n'y aura pas de perte de valeur dans ce cas-là. Par contre, dans le deuxième cas, donc on a un actif qui a une valeur d'utilité de 500 et un prix de vente de 600. Donc, la valeur recouvrable, c'est le sup des deux, donc c'est 600, qui va être comparé à la valeur comptable qui est de 700. Et donc, on constate là que l'actif a perdu de la valeur. Et donc, ce cas-là, il faudra baisser la valeur comptable. Donc, de 700, il faudra la baisser et l'aligner à la valeur recouvrable, donc la remettre à 600. Et donc, on va constater une perte de valeur de 100, qui est 700 moins 600. Donc, pour justement remettre la valeur comptable à 600. Donc, la même chose, donc pour le troisième cas, alors on a une valeur d'utilité de 800 et on a un prix de vente de 600. Donc, la valeur recouvrable est toujours donc la valeur la plus élevée entre les deux, qui est donc de 800.
Et comparé donc à la valeur comptable qui est de 600, on aura donc toujours un actif qui vaut plus que sa valeur comptable. Et donc, on ne va pas baisser encore plus notre valeur comptable et donc il n'y aura pas de perte de valeur. Donc, à retenir, en tout cas, nous, on agit que sur notre valeur comptable. Et on ne peut, on va pas la remettre à la hausse, mais on va la remettre à la baisse si effectivement il y a une perte de valeur. Donc la dépréciation d'actifs, c'est quoi? C'est de remettre, de baisser la valeur comptable au cas où on constate que cette valeur, que cet actif a perdu de la valeur. Voilà. Bien, alors on reprend nos questions. Alors la question suivante, c'est quand faut-il procéder à un test de dépréciation? C'est quoi? Donc le test de dépréciation, c'est ce qu'on vient de dire. Ça veut dire c'est le fait de déterminer une valeur d'utilité, de déterminer un prix de vente net et de comparer ces deux valeurs, donc de sortir une valeur recouvrable et de la comparer à la valeur nette comptable. Donc c'est ce processus-là qui est appelé le test de dépréciation ou l'impairment test. Donc, quand est-ce qu'il faut-il procéder à ces tests-là? Donc, généralement, donc pour les actifs, à part donc les immobilisations incorporées à la durée de vie indéterminée et à part le goodwill, donc pour tous les autres actifs restants, les tests de dépréciation sont déroulés donc à la clôture, donc à la fin d'exercice, mais uniquement si on constate des indices de perte de valeur, si on constate des indicateurs qui nous disent que, ah, attention, cet actif et la valeur de cet actif a peut-être subi une dégradation et donc il faudra procéder à des tests de dépréciation pour s'assurer effectivement si c'est le cas ou pas. Donc là, c'est pour les autres. Donc là, c'est d'une manière générale. Mais comme on a dit la dernière fois, donc il y a deux exceptions par rapport à ça. Ça concerne les actifs, les immobilisations incorporées, la durée de vie indéterminée et le goodwill. Donc pour ces deux types d'immobilisation, on est obligé de dérouler le test de dépréciation, même en l'absence d'indice de perte de valeur, et ça une fois, au moins une fois par an. Bien, donc là, c'est la règle générale. Si on a des indices de perte de valeur, on doit procéder à des tests de dépréciation. Donc là, vous allez me dire donc comment on va déterminer ou comment on va identifier ces indices de perte de valeur. Donc, les indices de perte de valeur, ils sont donc soit internes, soit externes à l'entreprise. Soit c'est des indicateurs qui sont en fait externes à l'entreprise, de par la conjoncture économique, de par donc l'environnement externe, ou intrinsèques à l'entreprise et donc ils sont identifiés au sein même de l'entreprise. Donc quels sont les exemples qu'on peut citer par rapport aux indices de perte de valeur externe? Donc, ça peut être donc la baisse de la demande en général. Donc, si on a une baisse de demande, donc ça, c'est un indice révélateur d'une perte de valeur. Ça peut être une dégradation importante de l'environnement légal, économique et technologique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la crise du Covid-19, donc qui a fait que toute l'économie donc mondiale est en crise et donc il y a une dégradation donc de la conjoncture économique. Et donc d'ailleurs c'est pour ça que maintenant les sociétés donc sont amenées à redérouler leur test de dépréciation suite à ces indices de perte de valeur. Ou aussi si c'est une société qui est cotée en bourse, donc si on a une VNC qui est supérieure à la valeur de capitalisation boursière, ça aussi ça peut être un indice de perte de valeur externe. Maintenant, donc, quels exemples peut-on citer pour les indices de perte de valeur interne? Alors, les indices de perte de valeur interne, ça peut être donc une obsolescence ou une détérioration physique de l'actif. Aussi, ça peut être une décision de restructuration qui va remettre en cause l'utilisation de l'actif, qui sera peut-être à l'arrêt ou donc qui sera moins utilisé, donc qui va faire que la valeur de cet actif sera détériorée. Ou aussi une baisse de la performance. Donc, l'actif ne génère plus autant d'avantages économiques que ce qu'il réalisait avant.
Et donc, ça va nous mener à constater donc ça va donc être reflété par un indice de perte de valeur donc interne. Alors, maintenant donc comment on doit. Alors maintenant donc on a vu que voilà quand est-ce qu'il faut déterminer dérouler les tests de dépréciation. On a dit que pour dérouler ça consiste à quoi? Donc ça consiste à déterminer la valeur d'utilité et la valeur du marché et les comparer à et sortir une valeur recouvrable et la comparer à la VNC. Donc maintenant, comment on peut déterminer la valeur d'utilité? Donc on a dit que c'est l'actualisation des cash flows, d'accord? Donc donc normalement, ça suppose qu'on va prendre un actif et on va voir que génère cet actif en termes de flux de trésorerie. Et donc, on va actualiser ces flux de trésorerie. Maintenant, est-ce que c'est toujours le cas qu'un actif tout seul, à lui seul, pourra générer des flux? Non, généralement, donc on est face à une contrainte qui est que si on prend un actif d'une manière isolée, rien que cet actif, par exemple, juste une machine, mais pas dans le cadre, donc, c'est-à-dire si on est dans une unité de production, une usine, donc si on prend que la machine, par exemple, la machine, elle à elle seule, ne peut pas générer des flux ou là ne peut pas générer des avantages donc économiques et donc on ne pourra pas donc déterminer sa valeur d'utilité d'une manière séparée. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra intégrer cet actif dans un groupe d'actifs et que ce groupe d'actifs, lui, il pourra donc générer des avantages économiques. Donc, il faut associer cet actif à d'autres actifs pour former un groupe d'actifs qui va lui, générer des avantages économiques. Et donc, l'actualisation des flux va se faire sur l'ensemble, sur ce groupe-là. Maintenant, comment on va déterminer ce groupe d'actifs? Selon, bien sûr, toujours, donc on est limité par les dispositions de la norme. Donc, comment on va déterminer ce groupe d'actifs? Donc, la norme nous dit que le groupe d'actifs va être déterminé dans ce qui est appelé donc unité génératrice de trésorerie, donc UGT. Vous allez donc entendre assez souvent l'abréviation UGT. Donc, c'est l'unité génératrice de trésorerie. Donc, c'est quoi l'UGT? C'est justement c'est le plus petit groupe d'actifs qui peut générer des flux de trésorerie d'une manière indépendante. Donc, si un actif à lui seul ne peut pas générer des flux, donc on ne peut pas déterminer sa valeur d'utilité et dérouler le test de dépréciation uniquement sur l'actif, donc il faudra considérer l'UGT. Et donc, l'UGT, ça va être le plus petit groupe d'actifs qui va générer des flux. Bien. Donc maintenant, alors si effectivement donc on a une perte, donc on va prendre notre UGT et qu'on va donc sur laquelle on va calculer une valeur d'utilité et donc on a aussi donc notre valeur, nos prix de vente concernant donc, les actifs constituant cette UGT. Après, il faudra, donc on a constaté effectivement qu'il y a des indices de perte de valeur, donc il y a une perte de valeur. Comment on va imputer cette perte de valeur sur les valeurs comptables des actifs constituant cette unité génératrice de trésorerie? Alors bien, alors là, on va expliquer ça à travers un exemple. On va considérer une UGT qui est composée de 3 actifs. Donc, l'actif numéro 1, l'actif numéro 2 et l'actif numéro 3. Donc, la valeur comptable de l'actif numéro 1 est de 1000. La juste valeur, par contre, elle est de 1200. Pour l'actif numéro 2, la valeur comptable est de 2000 et la juste valeur est de 1500. Et pour l'actif numéro 3, la valeur comptable est de 3000 et la juste valeur est de 2300. Donc, au total, la valeur comptable de l'UGT au total est de 6000 et la juste valeur de l'UGT dans tous ces actifs est de 5000. Et comme on a dit, la valeur d'utilité ne peut pas être déterminée pour chaque actif séparément. Donc, on a une valeur d'utilité pour tous les 3, pour toute l'UGT qui est de 5850.
Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra donc comparer cette valeur d'utilité qui est de 5850 au total des justes valeurs qui est de 5000. Donc, la valeur la plus élevée entre ces deux est de 5850. C'est la valeur d'utilité. Donc, finalement, la valeur recouvrable, c'est 5850. Et donc, on va comparer la valeur recouvrable à la valeur comptable de toute l'UGT qui est de 6000. Donc, finalement, on a une valeur comptable qui est de 6000 et qui est supérieure à la valeur recouvrable. Donc, il faudra baisser encore cette valeur comptable de donc 6000 et la remettre à 5850, l'aligner avec la valeur recouvrable. Et donc, ça va nous donner une perte de valeur de 150. Donc, c'est 6000 moins 5850. Donc, on aura une perte de valeur de 150. Donc, la question qui se pose maintenant, donc c'est 150, c'est une perte de valeur qu'il faut imputer sur les valeurs comptables des actifs. Donc, nous, on dit que ça va se faire au prorata des valeurs comptables des actifs. Mais avant de passer donc à cette ventilation, il faut d'abord revenir aux actifs et voir quels sont les actifs qui ont vraiment perdu de la valeur, qui effectivement sur lesquels on doit effectivement imputer cette perte de valeur. Donc, comment on va pouvoir donc apprécier cette perte de valeur par actif? C'est en comparant pour chaque actif, donc la valeur comptable à sa juste valeur, d'accord? Donc, on va dire pour l'actif numéro 1 qui a une valeur comptable de 1000, sa juste valeur est de 1200. Donc, il n'a pas perdu de valeur finalement parce que si sa valeur comptable est de 1000, ben cet actif vaut plus que 1000 sur le marché. Il vaut 1200. Donc, il ne perd pas de valeur. Il a gagné de valeur. Donc, finalement, on ne va pas imputer la perte de valeur sur l'actif numéro 1 parce qu'il se porte bien et donc, il n'a pas perdu de valeur parce que sa valeur comptable est toujours inférieur à sa juste valeur. Donc, il est toujours, donc, en fait, économiquement, il a une valeur qui est toujours la plus élevée. Maintenant, pour l'actif numéro 2, sa valeur comptable est de 2000. Par contre, sa juste valeur est de 1500. Ça veut dire que même si comptablement, il est inscrit à une valeur de 2000, mais sur le marché, il vaut moins. Il vaut que 1500. Donc, effectivement, celui-là, il a perdu de la valeur. Et donc, on va imputer cette perte de valeur globale, donc les 150, on va l'imputer au prorata de sa valeur comptable. Mais on va, alors, et on passe aussi donc au troisième actif, qui est donc qui a une valeur comptable de 3000 et une juste valeur de 2300. Là, cet actif, lui aussi, il a perdu de la valeur. Donc, il inscrit comptablement à 3000, mais il ne vaut que 2300. Et donc, finalement, la perte de valeur, les 150 qu'on a calculés, va être imputée uniquement sur l'actif numéro 2 et sur l'actif numéro 3 au prorata des valeurs comptables de ces deux actifs. Alors, donc, concrètement, donc pour le deuxième actif, donc on va imputer les 150 au prorata donc, de sa valeur comptable qui est de 2000, qui est de 2000 et qui est ramenée à la valeur comptable totale des actifs 2 et 3. On va retenir que les actifs 2 et 3. Donc, ça va être le poids le prorata de la valeur comptable de l'actif 2 par rapport à la valeur totale de l'actif 2 et 3 qui est de 5000. C'est 2000 plus 3000. Donc, la quote-part de perte de valeur revenant à l'actif numéro 2, c'est les 150 fois 2000 sur 5000, ce qui nous donne 60. L'actif numéro 3, lui, par contre, il a une valeur comptable de 3000. Donc, on va imputer la perte de valeur, c'est-à-dire les 150 au prorata de sa valeur comptable qui est de 3000, ramener donc à la valeur totale, à la valeur comptable totale des actifs 2 et 3, qui est de 5000. Et donc, on a une perte de valeur qui va lui être attribuée et qui est à hauteur de 90. Et donc, si on fait la somme des deux pertes de valeur, donc des deux quotes-parts, donc les 60 et les 90, qui nous donne au total les 150, qui est le total perte de valeur qu'on a calculé.
Vous voyez, donc là, c'est comme ça qu'on doit procéder pour imputer nos pertes de valeur. Voilà, alors, on passe. Donc maintenant, on a dit qu'on va imputer de la perte de valeur sur quoi? Sur les valeurs comptables. Donc ça veut dire que notre valeur comptable a changé, elle va baisser, elle va être modifiée. C'est plus la valeur comptable qu'on avait initialement. Et donc forcément, comme ce sont des actifs qui sont amortis dans le temps, donc notre base d'amortissement va changer. Et donc, le plan d'amortissement qu'on a adopté au début ne va plus nous servir parce qu'il s'est basé sur une base, parce que la base d'amortissement, elle a changé. Et donc, on doit adopter un nouveau plan d'amortissement qui se basera sur notre nouvelle valeur comptable après dépréciation. Donc, on va schématiser ça et bien sûr, on va continuer donc à amortir sur la durée de vie restante à courir. Bon, voilà. Alors, si on a donc là, il y a ce graphique qui va un petit peu illustrer ce raisonnement. Alors, si on a un actif qui a été qui a une valeur, qui avait une valeur brute, donc comptable brute de 1000, donc à sa date d'entrée, après donc on l'a amorti, disons donc à la fin de l'année 2, sa valeur nette comptable est de 800. Donc là, normalement, cet actif devait être amorti sur 5 ans, d'accord? Et donc, on se retrouve avec une valeur nette comptable à l'année 2 de 800. Mais à côté, donc, alors, cette valeur nette comptable, on a déprécié. Et donc, elle n'est plus de 800, mais elle a baissé. Disons, par exemple, elle a été ramenée à 600. Donc, initialement, on avait la ligne qui est en orange, qui était le premier plan d'amortissement avant dépréciation. Mais si donc là, en se positionnant à l'année 2, et on n'a plus notre VNC qui est de 800, mais on a moins, ça veut dire que notre base, on va continuer sur une base dépréciée. Et donc, on va baisser et reprendre un plan d'amortissement qui est le plan qui est la ligne qui est en vert. Et on va donc reprendre un plan d'amortissement après dépréciation sur la durée restante, donc sur les 3 ans qui restent. Très bien, donc là, c'est et vous voyez que ça va nous donner donc des amortissements inférieurs aux amortissements qu'on avait initialement parce que la base d'amortissement a baissé. Maintenant, si par exemple, dans l'année 4, on refait les tests de dépréciation et on constate une amélioration et donc par la suite, on a une reprise sur une partie, par exemple, de la dépréciation ou sur toute la dépréciation. En tout cas, on peut effectivement donc effectuer donc cette reprise, on peut comptabiliser la reprise et donc augmenter donc encore une fois donc la valeur nette comptable, reprendre la provision, mais il ne faut pas oublier qu'on ne peut reprendre que dans la limite de notre valeur comptable initiale. D'accord? Donc, on va récupérer, certes, on va récupérer ce qu'on a déprécié, mais il faut toujours se limiter à notre première valeur, qui est la valeur comptable donc avant dépréciation. Et donc, dans ce cas-là, si vous voyez le schéma donc, qui est en mauve, j'espère que vous voyez bien les couleurs, parce que là, je vous explique sur la base des couleurs, mais en tout cas, voilà. Donc, le troisième, vous voyez que si donc on va reprendre, donc on va encore lever donc la valeur, il faut toujours se limiter donc à la première ligne qui est en orange. Et donc tout ce qui dépasse ne peut pas être n'est pas accepté. Donc finalement c'est barré. Tout ce qui dépasse, ça va pas. Donc toute reprise qui dépasse la valeur initiale n'est pas acceptée. Et donc, on reprendra donc notre amortissement à la limite du plan d'amortissement initial. On va donc revenir à la première situation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bon, quand même, alors. Alors, attendez, donc là, je vais revenir à vos questions, rien pour ne pas perturber le cours. Là, je vois quelques questions. Je vais répondre à ces questions à la fin. Bien, alors,
Donc, revenons donc aux questions, revenons au cours. Alors, maintenant, donc, comme on a dit, la norme, donc, elle concerne les dépréciations d'actifs, y compris le goodwill. Donc, le goodwill, comme c'est un actif qui est assez spécial, donc il y a un traitement assez spécial. Donc, on va voir en détail comment donc, on va traiter la dépréciation du goodwill. Alors, premièrement, quand faut-il dérouler le test de dépréciation sur le goodwill? Alors, donc là, pour le goodwill, donc comme on a dit la dernière fois, on doit obligatoirement dérouler un test de dépréciation du goodwill au moins une fois par an et même en l'absence d'indice de perte de valeur. Même si on n'a pas d'indice de perte de valeur, il faut procéder au test de dépréciation du goodwill. D'accord? Maintenant, alors si on prend que le goodwill, ce n'est pas un actif qui génère de la trésorerie. Et donc, sa valeur d'utilité ne peut pas être déterminée d'une manière séparée. Et donc, il faudra rattacher ce goodwill à une UGT. Donc, finalement, ce qu'on va déprécier, c'est, ou autrement, donc le test de dépréciation va être déroulé sur l'UGT qui comprend le goodwill. Et donc, quand est-ce qu'on va déprécier? On va déprécier si la valeur recouvrable de cette UGT est inférieure à la valeur comptable de cette UGT. D'accord? Donc, on va donc raisonner UGT et dans le groupe d'actifs et dans cette UGT, il y a le goodwill. Maintenant, donc, comment on va imputer la dépréciation de l'UGT sur le goodwill? Plutôt la dépréciation sur l'UGT qui comprend le goodwill. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a une UGT qui comprend des actifs et qui comprend aussi le goodwill et qu'on a déterminé, donc on a une perte de valeur à passer. Alors, le premier actif qui va être déprécié, c'est le goodwill. Donc, on impute premièrement en priorité sur le goodwill. D'accord? Donc, si on a par exemple une perte de valeur, par exemple, de 100, et on a donc notre valeur du goodwill qui est de 80, par exemple, donc il faudra déprécier toutes les 80 en premier. Il nous restera donc un reliquat de 20, et donc avec le reliquat, on va le déprécier sur les autres, on va l'imputer sur les autres actifs au prorata de leur valeur comptable. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le premier qui passe, c'est le goodwill. Jusqu'à ce qu'on élimine complètement le goodwill, on pourra donc voir les autres actifs. Voilà, donc la perte de valeur est imputée en priorité sur le goodwill et puis sur les autres actifs au prorata de leur VNC. Donc après la question, est-ce que pour le goodwill précisément, est-ce que si on veut passer une reprise, est-ce qu'on pourra reprendre la dépréciation qu'on a passée? Si on l'a déprécié, on l'a ramené à une valeur de 0, est-ce qu'après, s'il y a une reprise de dépréciation sur cette UGT, est-ce qu'on pourra reprendre la dépréciation sur le goodwill? Donc, la réponse, c'est non, non. Alors, c'est vrai, c'est interdit. On ne peut pas reprendre une dépréciation qui était passée sur le goodwill. Donc, les pertes de valeur comptabilisées sur le goodwill ne peuvent pas être reprises. C'est une dépréciation qui est irréversible. Donc là, c'est à retenir. Bon, alors on va essayer de voir un cas d'application et donc qui comprend c'est un cas qui va traiter aussi le cas du goodwill. Donc on prend donc une société M qui a acquis 80% d'une société F et pour un prix d'acquisition de 1600 KMAD au 1er janvier de l'année N. Donc, la juste valeur des actifs et des passifs identifiables est de 1500. Ça veut dire, donc rappelez-vous, c'est la méthode d'acquisition qu'on a vue lors de la deuxième séance. Donc, on a un prix d'acquisition de 1600 et on a la juste valeur des actifs et des passifs qui est évaluée donc à 1600. Et la société F, donc on va considérer que l'UGT, c'est toute la société F. D'accord? Donc, on va dérouler le test de dépréciation sur toute la société en entière en la considérant comme étant une UGT.
Donc, l'UGT, c'est donc la société F constitue une UGT pour le groupe M à laquelle le goodwill est rattaché. Le goodwill, il est compris dans cette UGT. Alors, au 31-12 de l'année N, la valeur recouvrable de l'UGT est de 1550. Moi, je vous propose de noter ces informations, ces données-là. Comme ça, quand on passera au corrigé, vous aurez toutes les données devant vous et vous pourriez suivre. Vous pourrez suivre avec moi le corrigé. Donc, à l'année au 31-12 de l'année N, la valeur recouvrable est de 1550. Et au 31-12 de l'année N plus 1, la valeur recouvrable de la même UGT est de 1000 kamat. Alors, on va bien sûr considérer, comme c'est des actifs, donc comme l'UGT comprend des actifs, donc on va noter que l'amortissement de ces actifs, donc depuis la date d'acquisition de la société jusqu'à fin N plus 1, c'est-à-dire durant les 2 années, N et N plus 1, le cumul amortissement est de 150. Donc, on nous demande, dans un premier temps, de dérouler les tests de dépréciation au 31-12 de l'année N et au 31-12 de l'année N plus 1. D'accord. Et ensuite, de comptabiliser les éventuelles dépréciations sur l'UGT. Test de dépréciation au 31-12 N. Alors, au 31-12 de l'année N, on a dit que la valeur recouvrable de l'UGT est de 1550 et que la valeur comptable, elle est de 1500. Qui est donc la juste valeur. Donc, dans ce cas-là, on a une valeur recouvrable qui est supérieure à la valeur comptable. Donc, il n'y a pas lieu de passer une dépréciation. Et donc, à l'année N, on n'a pas de dépréciation à passer. En N plus 1, la valeur recouvrable est de 1000. Par contre, alors la valeur comptable, elle est toujours de 1500. Et donc, dans ce cas-là, on a une dépréciation. Donc, on a une perte de valeur qui est donc c'est 1500 moins 1000. Donc, on a une perte de valeur à constater, une dépréciation à constater. Donc, finalement, la dépréciation va être comptabilisée uniquement au 31-12 de l'année N plus 1, uniquement à l'année N plus 1. Donc, comment on va comptabiliser cette perte de valeur? Premièrement, il faudra qu'on calcule le goodwill. Donc, le goodwill, ça va être le prix d'achat qui est de 1600 moins la quote-part de la juste valeur des actifs et des passifs. Donc, c'est les 1500 ramenés donc, au pourcentage de détention, puisqu'on a dit qu'elle a été acquise à hauteur de 80%. Donc, c'est 1500 fois 80%, ce qui nous donne une valeur de 1200. Donc, le goodwill, c'est la différence entre le prix d'achat et la quote-part des actifs et des passifs. Donc, c'est les 1600 moins 1200, ce qui nous donne un goodwill de 400. D'accord? Donc, là, c'est notre goodwill. C'est la valeur comptable du goodwill qui est de 400. Maintenant, donc, on va déterminer la perte de valeur de toute l'UGT. Alors, on a une valeur brute comptable du goodwill qui est de 400. On a une valeur brute comptable des autres actifs, c'est les actifs qui ont été apportés, donc qui est de 1500. Et donc, on a un total, une valeur comptable totale pour toute l'UGT qui est de 1900. 400 plus 1500. Ensuite, donc, il faudra constater l'amortissement. Il faudra tenir compte de l'amortissement. Pour l'amortissement, il concerne que les actifs, que les autres actifs. Parce que rappelez-vous, la dernière fois, on a dit que le goodwill n'est pas amortissable. Donc, c'est un amortissement qui concerne les autres actifs. Et donc, c'est les actifs qui ont été évalués à 1500, donc on subit un amortissement de 150. Alors, finalement, les VNC, donc la VNC du goodwill est toujours donc de 400. La VNC des autres actifs, c'est 1500 moins 150, c'est 1350. Et donc, la valeur nette comptable de toute l'UGT, c'est 1750. Bien, alors, maintenant, on a notre valeur recouvrable en N plus 1. On a dit dans l'énoncé qu'elle était en N plus 1, c'était une valeur recouvrable de 1000. Très bien.
Alors, si c'est une valeur recouvrable de 1000 et qu'on a une valeur comptable nette de 1750, ça veut dire qu'il faudra baisser la valeur comptable 1750, la ramener à 1000. Donc, finalement, on aura une perte de valeur de 750. Et donc, 1750 moins 1000. Donc, notre perte de valeur globale concernant toute cette UGT, elle est de 750. Donc là, on a calculé la perte de valeur. Maintenant, il faudra imputer cette perte de valeur sur les éléments, sur les actifs constituant l'UGT. Donc, la perte de valeur de 750, donc, on va donc essayer de l'imputer sur notre valeur nette comptable. Donc, on avait une valeur nette comptable avant dépréciation. Pour le goodwill, donc on avait une valeur nette comptable de 400 et pour les autres actifs, on a dit qu'on avait une valeur nette comptable de 1350. Donc au total, on avait une PNC de 1750. La perte de valeur, on a dit il faudra l'imputer en premier sur le goodwill. Donc si on a une perte de valeur de 750, eh ben tout le goodwill, donc les 400, déjà 400 iront au goodwill. D'accord? Donc, sur les 750, on va prendre 400 pour l'imputer sur le goodwill. Et donc, on aura un goodwill qui va être totalement déprécié. Ce qui nous reste, c'est 350. Donc, les 350, on va les imputer sur les autres actifs au prorata de leur valeur comptable, comme on a vu dans l'exemple précédent. Et donc, on a donc une perte de valeur qui est imputée pour 400 pour le goodwill, sur le goodwill, et 350 sur les autres actifs. Donc, ça fait donc le total de perte de valeur qui est de 750. Et donc, finalement, notre valeur nette après dépréciation, donc on n'a plus de goodwill, donc la valeur nette est ramenée du goodwill, donc elle est à 0. Sur les autres actifs, donc on a une valeur nette comptable de 1000, et donc la valeur nette comptable de l'UGT, elle est de 1000. Et si vous remarquez, c'est la valeur recouvrable. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de remettre, comme on a dit au début, on remet notre valeur nette comptable à la valeur recouvrable, à la valeur économique. Donc, on est maintenant à une valeur nette comptable après dépréciation de 1000. Maintenant, donc la question, on m'a dit comment on va passer les écritures comptables dans les journaux. Ben, en fait, les dépréciations, donc c'est des provisions. C'est quoi? Donc, c'est des provisions. Donc, en fait, c'est des provisions qu'on va passer sur. Alors, si on est en train de déprécier donc un actif, donc, ça va être provision pour dépréciation d'immobilisation corporelle, si c'est un actif corporel. Si c'est un actif incorporel, ça va être en débit, donc ça va être donc plutôt en débit, donc c'est le compte de résultat, parce que si c'est une dépréciation qui concerne l'exercice, donc elle passe en résultat, en dotation d'exploitation ou provision. Et en crédit, ça va ça concernera donc l'actif qui va être déprécié. Donc, c'est soit une dépréciation pour immobilisation corporelle ou une dépréciation pour immobilisation incorporelle, ou sur les stocks aussi, parce qu'on peut même déprécier en fait, après, ça dépend de quel actif il est déprécié. Et donc, c'est l'écriture comptable qui va être qui est passée. Alors, l'indice externe, le lien entre VNC et capitalisation boursière, donc là, c'est un volet. Donc là, parce qu'il ne faut pas oublier que la norme, donc quand on est face à une norme, donc là, on est en train de traiter la norme, mais il y a beaucoup de volets, de la finance qui interagissent. Et donc là, pour déterminer donc des indices de capitalisation boursière, il faut revenir vraiment donc aux finances de marché et donc comment donc on calcule les valeurs nominales des actions, les valeurs de capitalisation boursière, etc. Et donc ça va être, d'ailleurs c'est pour ça que dans les normes IFRS, donc dans la pratique, c'est pas un seul service qui intervient ou là, un seul département qui intervient, mais c'est selon donc la norme. La norme, elle sollicite des fois plusieurs départements, donc que ce soit le département contrôle gestion, le département je sais pas, risque. Donc là, c'est plusieurs disciplines qui entrent en interaction. Voilà. Donc d'autres questions?
La valeur nette d'amortissement en fin et de 0 à la 5e année. Oui, bien sûr, parce qu'in fine, à terme, en principe, on va se retrouver donc avec une non, en fait, on va se retrouver donc avec un actif qui est totalement amorti. Sauf que c'est le rythme d'amortissement qui va différer et en tenant compte des variations de la base d'amortissement. Voilà. Merci Zakaria. Très bien. Alors, donc voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, donc là, j'espère vous rencontrer en très bonne santé la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci.